So this evening, we're very happy to receive our keynote speaker, our guest speaker, Mr. Mohammed Hourani, whom I profoundly thank for accepting to be here after a long day of work in Rabat. Mr. Hourani is known across the country for a number of things he achieved. He has served on a number of national commissions, the Commission for the Reform of Justice in the country. He's been a member since the beginning of the National Social and Economic Council. And perhaps more importantly, he's a free thinker and an innovator. His training is in economics and statistics, but he started a technology company in payment systems, so credit cards and electronic payments, and he started it about 20 years ago, roughly 25 years ago, and I'm glad to say that today his company is present in 90 countries, 90, including the US, and that it is among the top 5 companies in his field, in the field of high-tech payment systems. So his company is called HPS, which is high-tech payment system. And so we're very happy and proud to have him with us. What I've asked him to share with us is entrepreneurship, what it requires to be successful, certainly passion, innovation, thinking out of the box. And so he'd share and talk a little bit about his own experience, share with us how he has come to be one of the leading figures in technology for payment systems. But I need to tell you what helps him to talk to us today, probably precisely and with knowledge of the field, is for 4 years he was president of the National Entrepreneurs Association of Morocco. He's the one that was head of the Entrepreneurs Association of Morocco before Mrs. Ben Salah, whom you know. And in that capacity, perhaps the best thing I can mention, I've mentioned a lot of good things, he served on the Board of Trustees of Al-Akhawain University for 4 years. So please join me in welcoming Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour vos résultats, et notamment les filles et les garçons aussi, qui ont fait exception et qui font partie de ce groupe d'élite. Alors ce soir, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon expérience et surtout la situer un petit peu dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc je voudrais faire un petit tour dans ce qui se passe au niveau global. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en termes de technologie, des tendances de la technologie. Et je vais parler de notre secteur qui est le système de paiement comme exemple d'un secteur qui est en train d'être transformé digitalement. Et je terminerai un petit peu par HPS en tant que compagnie dans ce secteur pour vous dire un petit peu comment nous agissons et nous intervenons dans ce domaine. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir au niveau de l'économie mondiale, elle est très, je dirais, influencée par 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est la globalisation de l'économie. Et le deuxième phénomène, c'est la digitalisation de cette économie. Et la combinaison entre la digitalisation et la globalisation est en train de transformer de manière destructive non seulement l'économie, mais toute la société. Et en fait, je voudrais rappeler que quand il y a eu la crise 2008, en fait, c'est le signal d'alarme d'un système économique mondial qui commence à avoir beaucoup de problèmes, qui commence à créer beaucoup de problèmes. J'en citerai 3. D'abord, le problème du chômage qui devient un phénomène structurel et non conjoncturel dans le monde entier. Le deuxième problème, c'est la pauvreté qui malheureusement, malgré la croissance économique mondiale, est en train de grandir. Et surtout le fossé entre les riches
et les pauvres qui s'enfoncent. Et troisième phénomène, c'est le réchauffement climatique. Donc l'environnement qui est très touché par un modèle de production et un modèle de consommation qu'il faut absolument revoir. Et à côté de ça, on a vu l'émergence d'une nouvelle économie qui est en train de prendre, qu'on appelle l'économie collaborative en français, shared economy, qui est une nouvelle forme de l'économie où, en fait, les gens travaillent entre eux. Donc on fait du P2P, on parle de la démocratie P2P, on parle aussi de la souveraineté individuelle, c'est-à-dire chaque citoyen, chaque individu commence à avoir une certaine souveraineté, il peut s'exprimer, il peut même influencer. Et on voit un peu les phénomènes aujourd'hui dans ce qui s'est passé au Maroc, par exemple, quand il y a eu le boycott, ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, etc. En fait, chaque citoyen devient pratiquement un État avec sa propre souveraineté. Et tout ça, en fait, est en train de faire émerger cette nouvelle économie, qui est l'économie collaborative, qui croît chaque année de 35%. Donc c'est énorme. Et elle arrive. Et qui se caractérise par le fait qu'en fait, on change de mode de consommation, plutôt que d'être propriétaire, on préfère utiliser, donc on préfère l'utilisation à la propriété. Il y a aussi l'idée du don, on peut offrir des choses sans contrepartie. Il y a l'idée du partage et de la collaboration, ce qu'on appelle l'intelligence collective, donc qui peut émerger. Il y a eu le système qui, par exemple, quand vous prenez Wikipédia, en fait, c'est un ensemble d'individus tous les jours qui l'alimentent. Quand vous prenez, par exemple, Linux, qui est un operating system d'open source, c'est la collaboration de plusieurs milliers, voire peut-être millions de personnes qui alimentent. Et donc, c'est une nouvelle forme d'économie qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de l'économie. Au niveau de la technologie. La technologie, je voudrais peut-être partager avec vous quelques éléments du rapport Gartner. Je ne sais pas si vous connaissez le Gartner, c'est une référence dans ce domaine. Chaque année, le 15 octobre de chaque année, il publie un rapport où il parle des 10 principales tendances de l'année suivante. Donc le 15 octobre dernier, ils ont sorti un rapport sur les 10 principales tendances 2019. Et ces tendances sont regroupées par catégories. Jusqu'à 2018, il y avait 3 catégories. Cette année, il y a 2 autres catégories qui ont été rajoutées pour la première fois à ce rapport. Alors la première catégorie, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc c'est l'intelligence artificielle. Cette technologie qu'on retrouve dans toutes les technologies, aussi bien dans l'Internet des objets, dans l'analyse des données, etc. etc. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'ils appellent le digital. En fait, c'est la convergence entre le monde réel et le monde virtuel, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité maintenant on parle immersive, etc. La troisième catégorie, c'est le maillage entre tous ces éléments-là pour en faire des solutions. C'est le maillage entre plusieurs objets, entre plusieurs applications, entre plusieurs systèmes, pour en sortir des solutions utilisables. Et pour la première fois, il y a une quatrième catégorie, en fait, c'est l'éthique et la confidentialité. Donc, pour la première fois, on introduit une dimension de valeur qui n'a peut-être pas un lien direct avec la technologie, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de technologie sans introduire la notion de valeur. Et donc, c'est quelque chose de nouveau et qui me rassure personnellement parce qu'on ne peut pas continuer à se développer sans valeur. Et la cinquième et dernière catégorie, en fait, c'est l'informatique quantique. On voit un petit peu les big data, on voit tous ces systèmes-là qui émergent tous les jours, et on se rend compte qu'avec la technologie actuelle, donc les ordinateurs binaires avec un bit 0,1 ne suffisent plus. Il faut absolument qu'on mette en œuvre l'informatique quantique qui sera disponible à peu près dans 5 à 10 ans. Ce n'est pas pour demain, mais on estime que dans 5 à 10 ans, ça sera commercialisable et ça sera accessible aux entreprises. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'intelligence artificielle. Il y a 3 tendances cette année qui sont intéressantes. La première tendance, c'est ce qu'on appelle l'analyse augmentée. En fait, on se rend compte que les data scientists, qui devient un métier très très demandé aujourd'hui, il n'y en a pas assez déjà, et on estime que dans le futur, ça sera encore pire. Et donc, aujourd'hui, avec toutes les écoles que nous avons dans le monde entier, on ne pourra pas répondre à cette demande.
Donc on a réfléchi et on a dit pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour mettre à la disposition de tout le monde la possibilité d'être un analyste. Et on parle de data analyst citizen, data analyst, donc un data analyst citoyen. Donc c'est un nom professionnel qui utilise l'intelligence artificielle, des outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle et qui peut faire de l'analyse comme un expert data scientist. La deuxième tendance, c'est à peu près la même logique au niveau développement des applications. On se rend compte qu'on a besoin de plus en plus d'applications et on ne pourra pas non plus faire face à cette demande avec toutes les écoles qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc on a réfléchi, on a dit pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en place des outils qui permettent à tout un chacun de pouvoir développer sa propre application de manière totalement indépendante. C'est déjà la réalité, déjà en 2019, et ça va encore continuer. Donc on voit bien que les métiers sont en train de changer en utilisant notamment l'intelligence artificielle. Et la troisième tendance, c'est ce qu'on appelle la réalité immersive. En fait, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, aujourd'hui, on peut pratiquement, je dirais, se sentir dans un monde réel alors que ce n'est pas un monde réel. Et ça touche l'expérience client, l'expérience utilisateur qui devient quelque chose de fondamental dans les offres des entreprises. Tout le monde est en train de parler de l'expérience client. Comment offrir à un client la meilleure expérience possible? On ne se contente plus de donner un produit, un bon produit, moins cher, etc. Mais il faut aussi que ce produit soit utilisable dans les meilleures conditions de convivialité par les utilisateurs. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse, puisque j'ai parlé tout à l'heure des valeurs. On commence aussi à parler de l'expérience fournisseur. C'est-à-dire on se met à la place du fournisseur pour comprendre quelles sont ses difficultés et essayer de lui faciliter la tâche. Parce que quand vous facilitez la tâche à votre fournisseur, vous êtes mieux servi. Vous avez un produit ou une prestation de meilleure qualité, mais également moins cher parce que vous lui facilitez la vie. Donc il est capable de vous offrir une prestation ou un produit moins cher. Les autres tendances, je ne vais pas passer les 10, qui me paraissent importantes, notamment dans le maillage, il y a deux tendances qui sont très importantes. La première, c'est la blockchain. La blockchain est une technologie de registre distribué. En fait, c'est une base de données distribuée dans ce qu'on appelle des nœuds, qui est accessible par tout le monde ou de manière privée. Il y a plusieurs types. Et c'est une technologie qui permet d'avoir une base de données pratiquement inviolable. Et surtout, qui donne confiance aux utilisateurs de cette base de données. Et avec ça, en fait, nous avons une technologie qui menace tout ce qui est intermédiation. Dans ce qu'on appelle l'économie de la transaction, donc quand il y a une transaction, un transfert par exemple de propriété, ou un transfert d'argent, ou un transfert de n'importe quel autre actif, on peut le faire sans intermédiaire. Et le meilleur exemple que vous connaissez tous, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui est une monnaie, entre guillemets, une crypto-monnaie, et qui est émise par un système, et non pas par une banque centrale. Il n'y a ni banque centrale, ni banque commerciale, il y a un système avec un réseau de nœuds qui donne la confiance aux utilisateurs de ce système. Et aujourd'hui, le Bitcoin, c'est plusieurs dizaines, parfois même, parce que ça fluctue, plusieurs centaines de milliards de dollars. L'autre tendance qui me paraît importante, c'est les espaces intelligents. Le meilleur exemple, c'est les villes intelligentes, mais il y a aussi les usines intelligentes, les maisons intelligentes, les magasins intelligents, etc., etc. En fait, c'est la possibilité d'avoir plusieurs systèmes interconnectés et qui fonctionnent de manière parfaitement coordonnée et parfaitement maîtrisée. Et donc ça aussi, ça va changer beaucoup de choses au niveau notamment de la vie des entreprises. Et je reviendrai là-dessus. Peut-être la dernière tendance qui me paraît importante aussi à évoquer, c'est ce qu'on appelle le twinning, digital twinning, c'est-à-dire le jumelage digital. C'est quoi le jumelage digital? C'est la possibilité de représenter de manière numérique n'importe quel objet, ou même système, voire même une organisation. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le DTO, c'est-à-dire Digital Twinning Organization. C'est-à-dire on peut prendre une organisation d'une entreprise, d'une université, voire même d'un pays, modéliser cette organisation et la représenter de manière numérique. Et après, utiliser tous les outils qui existent, d'intelligence artificielle et autres, d'analyse de données, etc., et pouvoir automatiser beaucoup de choses. Par exemple, dans une entreprise, on peut automatiser les process. Ça peut devenir automatique.
Ça, c'est permis par exemple par la technologie de la blockchain qui permet d'avoir ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, c'est quoi les smart contracts dans la blockchain? Quand vous exécutez une transaction, vous pouvez programmer de manière automatique l'exécution d'un certain nombre de choses qui sont en quelque sorte des clauses contractuelles. Par exemple, c'est un vrai exemple, une société de location de chambres et d'appartements, donc d'hôtellerie entre guillemets, qui utilise la technologie blockchain. Vous rentrez dans le système, vous payez, et quand vous payez, il y a un contrat qui s'exécute, et en fait, qu'est-ce qu'elle fait ce contrat? Il vous envoie sur votre numéro de téléphone que vous aurez saisi au préalable, il vous envoie une clé qui vous permettra avec votre téléphone d'ouvrir l'appartement ou la chambre. Il y a une serrure avec un sans contact et vous pouvez ouvrir sans aucun problème. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire de manière automatique. Donc la technologie est en train de faire des choses extraordinaires et cette technologie en fait elle touche tous les secteurs, sans exception. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Les secteurs les plus avancés aujourd'hui, c'est surtout tout ce qui est médias, c'est tout ce qui est aussi finance. Dans notre domaine, c'est très très bien avancé. Mais il y a des secteurs qui sont beaucoup moins avancés, comme par exemple la santé, l'éducation, l'agriculture, et même je dirais le e-gov. Le e-gov, c'est encore à ses débuts, c'est pas assez développé. Dans le monde entier, je ne parle pas uniquement du Maroc. Donc tous les secteurs sont touchés par la digitalisation, mais aujourd'hui à des degrés différents. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre métier? Le métier du paiement. Donc peut-être, avant de vous parler de notre métier, donc je voudrais introduire très rapidement HPS, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. HPS, c'est une société marocaine, c'est une petite multinationale, qui a développé un logiciel qui s'appelle PowerCard. C'est le nom commercial de notre logiciel. Et ce logiciel, il permet à des banques, à des organismes financiers de manière générale, mais également à des opérateurs télécoms, à des compagnies de pétrole, comme Shell par exemple aux États-Unis, qui utilisent notre solution, n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur qui a une problématique de paiement, on a la solution à cette problématique. Donc en fait, nous vendons un logiciel qui permet à ces entreprises de gérer la problématique de paiement de A à Z. C'est un des produits les plus complets qui existent aujourd'hui sur le marché mondial. Alors, nous aussi, nous sommes touchés un petit peu par cette digitalisation. Parce que nous sommes quelque part un intermédiaire. Nous offrons de la technologie. Demain, s'il y a des technologies où on n'a plus besoin de nous, on n'existe plus. Donc on doit se poser la question, comment continuer à exister? Et donc, pour répondre à cette question, permettez-moi d'abord de vous parler un peu de ce qui se passe dans notre domaine du paiement. Dans le domaine du paiement, aujourd'hui, on assiste à 3 tendances principalement, donc pour vous résumer. La première tendance, c'est l'arrivée de nouveaux entrants. Avant, le paiement était pratiquement limité aux banques. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des fintech. Donc, ce sont des entreprises qui utilisent la technologie pour offrir des services financiers et qui arrivent avec des business models disruptifs et qui ont fait pendant un certain nombre d'années, parce que ça a démarré en 2008 justement avec la crise financière dont je parlais tout à l'heure, ils ont fait beaucoup de mal dans certains marchés, mais malheureusement pour eux, ou heureusement je dirais pour le système, les banques se sont réveillées, ils ont commencé un petit peu à se mettre à niveau. Et aujourd'hui on assiste à une collaboration entre ces différents... Il y a aussi les géants de la technologie, bon, vous connaissez tous Apple Pay, Samsung Pay, Alipay, de Alibaba, etc., etc. Donc les géants de la technologie et les géants du commerce électronique qui se mettent également dans le bain. Et donc, vous voyez bien que c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre pour une banque, qui était toute seule et qui se trouve du jour au lendemain presque avec de nouveaux entrants qui arrivent avec des moyens puissants et importants. Deuxième phénomène qui découle de ce premier phénomène, c'est qu'aujourd'hui, le client est le client de tout le monde et le client de personne. Enfin, le client est plus connecté que jamais, le client est plus exigeant, et le client surtout est volatile. Il ne se pose plus de questions. Là où il se trouve, il change. Donc on ne peut plus avoir un client éternellement. Et est-ce que c'est le client de la banque? Est-ce que c'est le client de l'opérateur télécom? Est-ce que c'est le client d'Alipay? Etc., etc. Donc tout le monde fait la guerre pour gagner la bataille du client. On parle d'ailleurs de la primauté du client. Le client, c'est le client de qui?
C'est là où on parle de l'expérience client, donc qui est le troisième phénomène. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde se bat au niveau des données. On parle de monétisation de données. La donnée, ça devient de l'argent. Parfois même, les gens ils peuvent vous offrir des outils gratuitement. D'ailleurs, c'est un problème que nous avons aujourd'hui. On peut se poser la question, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que nous aurons des concurrents qui vont offrir le logiciel en espérant d'avoir les données. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc on doit quand même s'y préparer. Et avec les données, on peut mieux connaître les besoins du client et on peut lui offrir des choses qui correspondent parfaitement à ce qu'il veut. Et donc on joue sur l'expérience client, on joue sur le business model, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui se passe dans notre marché. Donc c'est un marché qui est en pleine reconfiguration. On a assisté ces dernières années à une certaine prise de conscience de tout le monde que tout le monde n'a pas intérêt à se faire la guerre de manière sauvage. Et que chaque intervenant, avec ses compétences, avec son positionnement, doit collaborer avec les autres pour lutter contre notre ennemi commun qui est le cash. Et qui a la peau très dure. Parce que le cash, on ne peut pas le supprimer comme ça. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont bien avancés, par exemple les pays scandinaves, où on est pratiquement arrivé à la fin du cash, mais ce sera dans quelques années, donc très très rapidement. Il y a d'autres qui sont moins avancés, mais qui sont bien avancés, comme la Grande-Bretagne, etc. Mais la plupart des pays sont encore loin de la suppression du cash. Le cash, il est là, il va continuer encore quelques années. Mais comme on est en train de tout digitaliser, on ne peut pas payer par cash. Donc on est obligé d'avoir des solutions pour payer de manière digitale. Et c'est la chance que nous avons, c'est ce qui nous rassure. Et on le voit, même pendant la crise financière et après économique, la croissance du paiement électronique dans le monde a toujours été à 2 digits, y compris en période de crise. Parce que ça augmente, et c'est normal, c'est le sens de l'histoire. Donc nous avons quand même la chance d'être dans un domaine qui est en pleine croissance. Donc on n'a pas beaucoup de soucis. La seule chose, par contre, il faudrait quand même qu'on s'y prépare. Et là, je vais vous parler un petit peu comment nous nous situons par rapport à tout ça, et comment nous faisons, comment nous travaillons pour pouvoir garder ce rang que nous avons, ce positionnement que nous avons. Alors la première des choses, et donc je vais parler un petit peu de HPS, la première des choses, il y a 24 ans exactement, quand nous avons créé HPS, c'était en janvier 1995. On l'a créé dans un appartement au Ma'arif pour les Casablancais, de 100 et quelques mètres carrés. Au Maroc, on n'a pas de garage parce que les garages, ça coûte plus cher que les appartements. Nous, on commence en général dans des appartements. Et au départ, on était 4 personnes. Aujourd'hui, on est à peu près 600 personnes, des ingénieurs et des consultants. Et on est présent je crois, dans 7 ou 8 pays physiquement. Et nos solutions sont utilisées, comme l'a dit M. le Président tout à l'heure, dans 90 pays sur les 5 continents. Alors comment nous avons fait pour arriver à ces résultats-là? La première des choses, c'est la vision. La plus importante, je dirais, chose qu'on doit absolument prendre en compte quand on veut créer une entreprise, c'est d'avoir une vision. Alors la vision pour nous, c'était 2 paramètres. D'abord la mission. On veut faire du paiement, mais il y a plusieurs métiers dans le paiement. Il y a NCR qui fait les guichets automatiques. Il y a Gemato qui fait les cartes à puce. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dit, HPS est un fournisseur de solutions de paiement électronique multicanal. À l'époque, on parlait du multicanal, aujourd'hui on parle de l'omnicanal. Je vais peut-être revenir là-dessus. Donc on a déjà choisi la mission, on a dit on ne va pas faire de cartes, on ne va pas faire de guichet automatique, on ne va pas vendre de matériel, on va faire des solutions, c'est-à-dire c'est des logiciels, et tous les services qui vont avec. C'est ça la définition d'une solution, c'est pas uniquement du logiciel. Donc on est éditeur de logiciels, mais on est aussi fournisseur de toutes les prestations qui permettent la mise en œuvre de notre logiciel, soit chez le client, soit aujourd'hui on le fait même parfois chez nous, en mode externalisation. Les banques ou les clients qui ne veulent pas avoir les systèmes chez eux. Donc on avait l'idée très claire sur la mission. Nous sommes un fournisseur de solutions, donc solution provider, un fournisseur de solutions de paiement électronique, donc on a choisi le domaine, pas n'importe quoi, et multicanal, c'est-à-dire tous les nouveaux canaux. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Donc quand on a eu Internet, on a dit il faut absolument rentrer l'Internet comme canal. Aujourd'hui, on utilise le mobile comme canal. Et demain, je ne sais pas ce qui va sortir, on va l'intégrer également. Et ça, c'est la vision, en termes de mission.
Et il faut savoir où on va. Par exemple, aujourd'hui, 24 ans après, on n'a pas changé de vision. La vision est une constante. Ça vous permet de vous positionner à tout moment par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, deuxième dimension, la deuxième paramètre de notre vision, c'est l'ambition. Il y a 24 ans, on s'est dit, on veut être leader mondial. C'était un peu fou, surtout dans un quartier comme Marif, d'accord, commerçant, etc. Et nous, on voulait être leader mondial dans la technologie. Et en 2010 déjà, en 2008, pardon, on était classé dans le top 5 déjà, en 2008, par Gartner Group. C'est pas n'importe qui, donc c'est le Gartner Group qui a fait le classement. Et pendant 3 ans exécutifs, donc la dernière année, c'était 2010, on était deuxième ex aequo. On était deuxième ex aequo. Et donc, l'ambition est très importante et il faut, à mon avis, il faut avoir beaucoup d'ambition. Il ne faut pas se limiter à dire non, c'est difficile, non, je ne peux pas faire, ça, le Maroc, ce n'est pas de la technologie, ce n'est pas un pays de technologie. Non, on peut, et d'ailleurs, je vais même vous dire, l'ambition, si vous fixez la barre à ce niveau-là, très haut, peut-être que vous n'y arriverez pas, mais vous serez là. Si vous fixez la barre ici, peut-être que vous y arriverez, vous serez là, et certainement vous serez encore en dessous. Donc autant être ambitieux. Autant être ambitieux. Donc la vision est très importante. Deuxième élément, donc, pour construire une entreprise, il faut avoir une stratégie. Comment je vais réaliser mon rêve que j'ai exprimé dans la vision. Et la stratégie, elle est dynamique. Parce qu'il faut s'adapter à l'environnement, s'adapter au changement, s'adapter aux difficultés, s'adapter à tous les obstacles qu'on peut rencontrer, profiter des possibilités, donc les opportunités, il ne faut pas les rater, il faut donc être à l'écoute des opportunités. Et donc la stratégie se veut d'être absolument dynamique. Et on peut changer de stratégie en cours de route parce qu'il faut s'adapter à son environnement et on n'a pas arrêté de le faire pendant maintenant 24 ans. Et on est en train toujours de se poser la question, est-ce qu'on a la bonne stratégie? Aujourd'hui, notre stratégie, on peut la résumer en trois axes très importants. Le premier axe, par rapport à la croissance, c'est-à-dire la taille de l'entreprise. On a dit, on veut de la croissance durable. On ne veut pas faire de la croissance une année, descendre l'année d'après en dents de scie. Non, on s'est dit, on veut une croissance durable. Et je vous donne un chiffre. Durant les 10 dernières années, notre croissance moyenne est de 16%. C'est énorme. Et les 5 dernières années, notre croissance moyenne est de 19%. Durant les 5 dernières années. Et ça continue. Alors ça veut dire qu'il faut avoir des fondamentaux solides. Il ne faut pas chercher la croissance pour la croissance. D'accord? Deuxième élément qui est imposé par notre métier, l'excellence opérationnelle. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous vendons des machines à sous. Aujourd'hui, nos logiciels gèrent des milliards de dollars tous les jours que Dieu fait. Des milliards de dollars, et je pèse mes mots. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Si il y a de la fraude, par exemple, qu'on n'a pas pu détecter, ou s'il y a une erreur, on impute un compte ou un autre, etc., ça peut être catastrophique. On perd notre crédibilité, il y a aussi des responsabilités, on peut fermer la boîte du jour au lendemain. Donc on doit être parfait, entre guillemets, en termes opérationnels. Donc nous investissons beaucoup dans tout ce qui est standards internationaux, qualité, etc. etc. Et bien, il faut avoir, on est organisé pour, etc. Et donc, quand on a cette idée claire au niveau de la stratégie, moi je dois être parfait sur le plan opérationnel, derrière c'est facile de dire comment on va faire. La troisième, et je pense la plus importante, c'est l'innovation. On s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on a de particulier par rapport aux autres? Il faut absolument qu'on innove. Et l'innovation, ça veut dire qu'on doit investir dans la R&D. Jusqu'en 2016, on était dans une moyenne de 12% de nos revenus. Ce qui est pas mal. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, la moyenne R&D, je crois, c'est 0,7%. Et donc, 12%, c'est parmi les taux les plus importants. L'année dernière, en 2018, là, on a publié parce qu'on est coté à la bourse de Casablanca, on a dépassé 16%. Et je crois que maintenant, on est plutôt dans une tendance de 16%, 18%, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet de nous distinguer par rapport aux autres. C'est ça qui nous permet de suivre toutes les évolutions technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on est dans la blockchain depuis 3 ans, on
travaille sur l'intelligence artificielle pour la détection de la fraude, etc., etc. On est obligé d'adopter toutes ces nouvelles technologies, sinon les concurrents vont le faire et on sera out. Et aujourd'hui, on a annoncé la semaine dernière, dans un forum que nous organisons tous les 2 ans, on a créé un club qu'on appelle le Power Card Users Club. C'est un club des utilisateurs d'autres produits Power Card, où tous nos clients sont membres, et on les réunit une fois tous les 2 ans pour leur dire voilà un peu où va l'industrie, et voilà HPS ce qu'elle a préparé. Et on a annoncé une nouvelle version, la version 4.0, pour 2020, qui va être vraiment une révolution. Et donc, je ne pense pas que, d'après nos informations, en veille, nos concurrents ne sont pas à ce niveau-là. Donc on va dépasser, j'espère, Inch'Allah, nos concurrents. Et ça demande de l'investissement. Et on a perdu de l'argent 2 ans. Une fois, je crois que c'était en 2003, et c'était la conséquence de ce qui s'est passé en septembre 2001 exactement. Et ça a un effet un peu différé dans notre métier. En fait, on a toujours des commandes en cours qui permettent d'alimenter l'entreprise. Et qu'on doit alimenter à chaque fois, chaque année, on doit avoir de nouveaux contrats pour préparer les années d'après. Malheureusement, quand il y a eu le 11 septembre, ça s'est ressenti au niveau de HPS en 2003. Mais tout de suite en 2004, on a repris. En 2003, on avait investi 12% de nos revenus. On n'a pas dit à la R&D, on verra l'année prochaine. On ne peut pas attendre. Et on a perdu l'argent, je crois, en 2013. Non, pas 2013, 2011. 2011, donc c'est un peu suite à 2008, donc 3 ans encore de différé. Mais l'année d'après, on a gagné de l'argent. Donc la R&D, c'est fondamental. Donc voilà un petit peu en termes de stratégie. À côté de ça, il faut les moyens. Les moyens, c'est l'organisation, c'est les moyens financiers, c'est les process, etc., l'infrastructure, tous les moyens qu'on utilise pour appliquer notre stratégie en vue de réaliser notre rêve qui est la vision. Et entre tout ça, ça ne suffit pas. Au milieu, nous avons les valeurs de HPS. Parce qu'on ne peut pas uniquement être une machine qui fait de la croissance, excellence opérationnelle, etc., qui innove. Non. On a besoin aussi d'avoir une âme, une âme. Et là, notre âme, en fait, on le résume en 5 mots, que je vais dire très rapidement. D'abord, la solidarité. Donc c'est la solidarité. Interne, c'est-à-dire entre nous, entre nos équipes, etc. On crée l'esprit d'équipe. Donc entre les individus qui travaillent à HPS, entre les différents services qui travaillent dans HPS, les différentes business units de HPS, les différentes directions de HPS, les différentes filiales de HPS, on doit être solidaires entre nous. Externe, 3e mot clé, externe avec nos clients, avec nos partenaires et avec nos fournisseurs aussi. On doit être solidaire avec nos fournisseurs. Et le 4e mot-clé, c'est professionnel. On doit être solidaire de manière professionnelle. Et il y a un mot que tout le monde connaît à HPS, c'est qu'on n'a pas le droit de dire à un collègue ou à un client qui vous demande de l'aide, ce n'est pas mon problème. On n'a pas le droit, c'est interdit. Quand un collègue vous demande de l'aide, ou quand un client vous demande de l'aide, vous devez l'aider, y compris quand vous n'êtes pas capable de l'aider, il faut au moins l'aider à trouver la bonne personne pour l'aider. Mais vous ne pouvez pas dire « ce n'est pas mon problème ». Ça, c'est interdit. Et quand vous l'aidez, vous ne pouvez pas dire « je l'aide », je vais le dire en arabe, « khair minni ». C'est-à-dire c'est un plaisir que je fais pour l'aider. Non, il faut le faire professionnellement. Ça, c'est dans les valeurs de HPS. Et le dernier mot, c'est responsable. Quand j'aide mon collègue, même si ce n'est pas ma responsabilité directe, je suis responsable de mon aide. Quand je lui donne une solution, quand je lui donne une suggestion, etc., que je lui donne un conseil, il faut que je sois responsable de ce conseil. Donc, solidarité interne, externe, professionnelle et responsable, et c'est ce qui fait la force de HPS. Et c'est l'aveu des clients. Si Ahmed Badi était avec nous dans notre dernier séminaire à Marrakech, on a entendu des témoignages qui parlaient de ça. On est solidaire avec nos clients. Alors ça, au niveau valeur. À côté de ça, bien sûr, il faut les ressources humaines. Et donc, je pense que le capital le plus précieux dans HPS, c'est les ressources humaines. Parce que nous, on n'a pas d'usine. En fait, nous vendons de la matière grise. Les logiciels, c'est de la matière grise. Quand vous faites d'installer un logiciel, c'est de la matière grise.
quand vous supportez un client, vous aidez un client, c'est de la matière grise. Donc, si vous voulez, entre guillemets, je m'excuse du parallèle, nos machines sont nos hommes et nos femmes. Comme dit un de nos collègues du Conseil, nos hommes avec un F majuscule. Donc, les ressources humaines, c'est très important. Et en fait, on a développé l'approche participative au sein de la société. Par exemple, moi, quand je prends une décision, je ne viens pas leur dire « vous faites ça ». En fait, j'ai une idée, je trouve le moyen de faire participer d'autres personnes, soit qui travaillent directement avec moi, voire même parfois d'autres, pour qu'on discute cette solution et qu'on la rende plus adaptée à ce que nous voulons. Et ça permet d'impliquer tout le monde. Et les gens s'approprient ce que j'ai envie de faire. Et parfois, ils me corrigent. Je me rends compte que j'avais tort. Et quand j'ai tort, je dis j'ai tort. Et donc, en fait, ça veut dire tout simplement qu'au niveau des ressources humaines, il faut avoir la solidarité entre les équipes. Il faut avoir cette approche participative, donc le travail collaboratif, c'est très important. Et bien au-dessus de tout cela, il faut créer de l'agilité. Et là, c'est au niveau organisationnel. Aujourd'hui, HPS est très agile. J'ai un collègue, c'est Ahmed Abbad, il connaît très bien, c'est un Alaoui, qui passe pratiquement toute sa vie dans un avion. Combien de réunions on a fait ensemble, il était dans un avion. On peut travailler à distance, on n'a pas de problème. On n'est pas obligé d'être ensemble physiquement pour travailler. Il faut qu'on soit capable de travailler dans n'importe quelle condition géographique ou physique. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait la force de HPS. On est capable de s'adapter avec ça à toutes les contraintes qui peuvent nous être imposées par nos clients. Et bien sûr, il y a aussi l'interculturel ou le multiculturel. Quand vous dites 90 pays, il faut que vous soyez capable de vous adapter à chacune des cultures. Et cela, ce n'est pas facile pour une entreprise. Donc nous, comment nous avons fait? La première des choses, déjà, on recrute un peu partout. Donc rien qu'à Casablanca, on a à peu près 15 nationalités. Parce qu'on veut justement qu'il y ait ce mélange. Le Marocain, il a beaucoup de qualités, mais il a aussi des défauts. Donc si on injecte d'autres cultures, ça permet peut-être de corriger ces défauts, et ça permet aussi de passer ces forces à l'autre culture. Parmi les forces que nous avons en tant que Marocains, c'est cette facilité d'adaptation. On n'a pas de problème de s'adapter à n'importe quel environnement. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Par contre, on a un petit problème, c'est au niveau de la rigueur. On n'est pas très rigoureux. Et ça, il faut le travailler aussi. Et là aussi, je pense que un des rôles des entreprises, souvent, je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, quand on parle de notre système d'éducation, on le critique un peu de manière très méchante. C'est pas bon, c'est catastrophique, tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas de cet avis. On peut faire mieux, il faut travailler pour améliorer, mais aujourd'hui, on est capable de sortir des cadres, des ingénieurs, etc., d'une très bonne qualité. Ils ont quelques insuffisances, et c'est à l'entreprise de combler ces insuffisances. Plutôt que de pleurer et de dire « je ne trouve pas le bon profil », il faut travailler. On a créé HPS Academy il y a 17 ans. Parce qu'on a compris, il y a 17 ans, qu'on doit former nos ingénieurs, nos consultants, etc. D'abord à la monétique, au paiement, système de paiement électronique, mais également tout ce que je viens de dire en termes de comportement, de multiculturel, etc., etc. On doit absolument faire des efforts pour permettre à nos ressources humaines d'être à niveau. Il ne faut pas, c'est pas fatal. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les rapports. Souvent, on est en train de critiquer le ministère de l'Éducation, etc. Moi, je vous le dis, l'entreprise aussi a une responsabilité dans la formation des ressources humaines. On doit prendre les ressources qui existent et on doit travailler pour les mettre à niveau qui est souhaité par notre entreprise. Et mieux que ça, quand on ne trouve pas une compétence au Maroc, on va la chercher n'importe où dans le monde. On n'a pas de problème. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas ça, mais si on n'a pas, on va en trouver. C'est ce que font tous les pays, y compris les États-Unis. Tous les pays aujourd'hui, quand ils ont des besoins, ils vont aller ailleurs. Donc voilà un petit peu comment travaille HPS pour se positionner par rapport à tout ça. Et peut-être pour terminer, comment nous nous positionnons par rapport à tout cet écosystème de nouveaux entrants, etc. D'abord, premièrement, on a dit, nous, on ne concurrence pas les clients de HPS. Jamais HPS ne va proposer des produits financiers. HPS va apporter des solutions pour gérer les produits financiers. Mais on ne peut pas se permettre
d'aller proposer des services financiers pour concurrencer les banques ou les fintech ou n'importe quel autre acteur du système. Ça, c'est un choix qui est très courageux et qui n'est pas simple. Nous connaissons certains de nos concurrents qui ont osé concurrencer leurs clients. Nous, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. En tout cas, tant que je suis à la tête de cette boîte, on ne le fera jamais. Et la deuxième des choses, qui est extrêmement importante, c'est que nous estimons que nous avons un rôle à jouer pour rapprocher tous ces acteurs. Et on le fait à travers les normes. Par exemple, au Maroc, aujourd'hui, on vient de lancer le mobile payment. Et bien, toutes les normes qui existent aujourd'hui sont les normes de HPS. C'est nous qui avons apporté les normes. Et on les a adaptées et on a permis à tous ces acteurs-là de pouvoir travailler ensemble. Donc on est là un facilitateur qui permet à tous les acteurs de l'écosystème, plutôt que de se concurrencer de manière sauvage, faire un peu de la compétition. C'est-à-dire en même temps coopérer et faire de la concurrence. On peut coopérer et être concurrent en même temps. Il faut savoir le faire, c'est ce qui est exigé aujourd'hui. Il faut être agile, c'est très important, les choses changent, il faut être capable de s'adapter rapidement aux changements. Et tout ça, il faut le faire en faisant attention, et ça, c'est un des grands challenges que j'ai personnellement. Comment garder cette agilité HPS, alors que HPS est en train de grandir jour après jour. Cette année, on va dépasser les 650 personnes, on va être peut-être 2000 dans 4-5 ans. Alors comment garder cet esprit de solidarité, comment garder cette agilité que nous avons aujourd'hui? C'est un grand challenge qui n'est pas gagné d'avance. Nous devons travailler de manière très, très, très forte et très, très poussée pour pouvoir y arriver. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas parlé des compétences, peut-être 2 mots sur les compétences, très important. Alors, les compétences, il y a une étude qui a été faite par Dell et un think tank californien qui dit que 85% des métiers 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. 85% des métiers de 2030, on ne les connaît pas encore. Donc vous imaginez un petit peu les défis que nous avons. Et donc ça doit se retrouver au niveau des compétences des ressources humaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que ces compétences soient capables de s'adapter à ces changements de métier, à se convertir en termes de métier. Tout à l'heure, M. le Président l'a dit, moi je suis un statisticien. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire je suis un monéticien. Je ne suis même pas un informaticien. Mais peut-être demain, je ne sais pas ce que je vais devenir. J'ai quand même déjà 65 ans, donc demain, c'est une autre question. Mais en tout cas, il faut être capable de s'adapter à tout ça. Donc, en termes, je dirais, de compétences, il faudrait être capable de travailler en groupe, donc avec ce que j'ai parlé de travail collaboratif. C'est très important. Quand on dirige des équipes, c'est fini de donner des ordres. Un directeur n'est pas là pour donner des ordres, il est là pour animer, donc il faut avoir des capacités d'animation. En termes de communication, maintenant on va au-delà de la communication, juste en termes de langage, parce que le langage n'est plus un problème avec l'intelligence artificielle, la traduction simultanée, etc. Mais surtout être capable d'avoir des réseaux. Comment s'intégrer dans un réseau, comment créer son propre réseau pour permettre à l'entreprise justement de bénéficier de ces réseaux qui existent. Et j'en passe. En fait, aujourd'hui, les compétences qu'on doit avoir, évidemment, je dois quand même le dire, c'est très important, il faut quand même avoir un métier. Par exemple, quand on parle de la finance, il faut maîtriser la finance. La finance, dans mon métier, moi, du paiement, il y a ce qu'on appelle le métier du paiement. Par exemple, quand je vous parle d'une carte de crédit, il faut que je sache comment gérer une carte de crédit. Quelles sont les règles? Comment je calcule les intérêts? Qu'est-ce qu'il y a comme type de crédit? Comment je fais le recouvrement? Comment j'analyse le risque? Parce que quand je veux donner un crédit, est-ce que je suis sûr que celui ou celle avec qui je vais donner un crédit est capable de rembourser? Donc tout ça, c'est un métier. Donc le métier reste. Mais autour de ce métier, on doit avoir un certain nombre de compétences, d'agilité, d'intégration, de collaboration, de communication, de réseautage, etc. Donc des soft skills principalement, qui vous permettre d'être capable de vous adapter à tous ces changements. Je vous remercie de votre attention.